Bonjour et bienvenue à ce 226e lunch immobilier. Jean-Philippe Claude, je vais être votre hôte aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je reçois un ami, Sébastien Saint-Yves de la firme FEBS, qui est en fait firme d'experts en bâtiment sinistré. Seb, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Yes! Ouais, vraiment content de t'avoir en ondes, c'est le fun. Je suis content d'être là aussi, de pouvoir avoir la chance de parler un petit peu de qu'est-ce que je fais. Puis je sais que toi-même, tu as subi un sinistre dans le passé. Tu vas pouvoir en parler un peu, mais je suis content de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Yes, hey, merci Seb, ça va être le fun effectivement. Puis oui, j'ai déjà eu un sinistre. Puis en fait, je ne sais pas si les gens sont là qui en ont déjà eu ou ils vont se préparer à. Mais je vous dis, si j'avais eu la chance d'avoir ce live-là avant d'avoir un sinistre, my God, que ma vie aurait été plus simple. Fait que, merci Seb, on te revient pendant ce qu'on va aux annonces. Là, on rappelle toujours de poser des questions, rendre ça interactif. Sinon, c'est sûr que Sébastien et moi, on va pouvoir meubler ça en masse. Mais profitez-en, vous avez un expert en sinistre avec vous. Ça fait que si vous avez des questions, si vous avez peut-être des cas vécus, mais attention, ne rentrez pas dans un détail ça de long d'un cas vécu d'incendie, mais peut-être des petites questions pratiques qui pourraient aider les gens. Allez-y, gâtez-vous. Seb, Yes, yes. c'est quoi un sinistre, puis qu'est-ce que ça fait un Ben, expert en sinistre? ben, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est que je voulais vous parler un peu c'est quoi le contexte d'un sinistre, comment que ça se passe très rapidement, puis ensuite de ça, qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans, comment est-ce que je m'insère dans toute cette poutine-là. Fait, grosso modo, pour quelqu'un qui subit un sinistre au début, ben, on voit les dommages, on voit le sinistre, parfois quand c'est sa maison, on a un côté émotif et tout ça. Mais pour un investisseur immobilier, c'est avant tout un problème financier qui se présente. Moi, je suis expert en sinistre. Je suis certifié par l'Autorité des marchés financiers au même titre que les experts de l'assureur. Puis, dans le fond, je m'assure de prendre en charge le dossier puis d'optimiser les réclamations pour le propriétaire. Je fais exclusivement de la représentation pour les propriétaires. C'est ce qui fait qu'on porte un peu le surnom là, de expert public parce qu'on travaille exclusivement pour le public. C'est comme ça que ça a été donné. Fait que pour que ce soit au niveau des maisons unifamiliales, des plex, multiplex, commerciales, industrielles, on fait vraiment de tout. Puis on représente les intérêts exclusivement des assurés. La question qui est sur les lèvres de tous et que je connais la réponse, mais que je te la pose quand même. Pourquoi on devrait faire affaire avec un expert en sinistre quand on a un sinistre? Ben, comme j'ai dit, on voit souvent, dans le fond, les pertes, la manière que vous voyez le bâtiment qui est endommagé puis tout ça, mais les plus grandes pertes peuvent venir des mauvaises décisions qui sont prises au travers de la gestion de ce sinistre-là. Puis ça peut se reporter en tout début du sinistre. Là. Les premières décisions qui vont être prises, comment on va prendre en charge le sinistre, peut influencer tout le reste de la réclamation, de l'indemnisation. Puis c'est là que, dans le fond, quelqu'un d'expérience comme moi peut venir changer la donne. Donc, si on revient un peu à la dynamique d'un sinistre, la première chose, on a un sinistre, un incendie, que ce soit votre maison, votre plex, on appelle l'assureur, on dit qu'on a un sinistre. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas rien qui se passe, mais il y a quelqu'un qui va devoir venir sur place, constater les dommages, etc. Vous allez devoir expliquer le sinistre. Puis là, tout de suite, il y a des décisions à prendre. L'assureur peut essayer de vous rusher, de dire hey, vite, il faut avancer, il faut essayer de faire des choses. Mais parfois, il faut ralentir les choses. Il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a des choses à barricader, à préparer? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment sauvables? L'assureur, on va nettoyer ci, on va nettoyer ça. Est-ce que c'est vraiment nettoyable? Il y a un paquet de décisions à prendre en début de dossier que si vous n'avez pas d'expérience, que ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, ça peut vraiment changer la dynamique pour le reste. Seb, je peux pas insister assez sur le fait que c'est compliqué en tabarouette, un sinistre, puis qu'est-ce qui est considéré. On avait, Sébastien, il a travaillé, c'est une entreprise familiale, là. Sébastien, j'avais travaillé avec son père aussi, avec Sébastien, et dans un sinistre que j'ai eu, et je me souviens, j'étais au centre-ville, dans une des tours des assureurs, et là, je regardais l'assureur et l'expert en sinistre à l'occasion de ton père discuter de tout ça.
je veux dire, je pense pas que je suis nécessairement l'expert en bâtiment. Je pense pas que je suis nul non plus. Je me situe entre les deux. Puis j'écoutais les échanges, puis j'essayais de comprendre sur qu'est-ce qui avait été échangé, puis comment qu'on me représentait là-dedans. Puis vraiment, j'étais vraiment, vraiment content d'avoir pris cette décision-là. Et pour avoir vu un sinistre aussi, il faut savoir que quand on a un sinistre, en fait, on a plein de gens qui nous contactent pour nous représenter, puis là, on est comme pas sûr, puis on comprend pas. Je vous le dis absolument avec un expert en sinistre, et allez-y par des références parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Hein. Fait que y aller par référence. Puis définitivement, on avait eu, je ne sais pas si on peut se dire du plaisir, là, mais on avait eu toute une histoire. Là. Je pense que je pourrais faire une série Netflix sur ce sinistre-là, mais vraiment, vraiment important. Là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Là. Non, définitivement. Quand on va en cours, on se fait représenter par un avocat parce qu'il connaît les fine print, les contrats comme il faut, la méthodologie de présenter en cours, etc. Quand il vient le temps de réclamer en assurance, c'est la même chose. Nous autres, les experts en sinistre, pour le public, les experts représentant les assurés exclusivement, on sait comment est-ce que la poutine fonctionne. On fait ça à tous les jours. Monsieur, madame, tout le monde, si tu as un sinistre une fois dans ta vie, tu n'es pas chanceux. Si tu en as plus qu'un, c'est probablement parce que tu as beaucoup de bâtisses ou que tu n'es vraiment pas chanceux. Fait que nous, on voit ça à tous les jours. On sait comment naviguer ça, naviguer les contrats, naviguer les procédures. Comment présenter les choses, juste présenter les choses de la bonne manière change tout, du tout au tout. Puis ce qu'on rencontre, pour faire du pouce un peu, qu'est-ce que tu disais, c'est que il y a parfois du monde, j'ai eu des clients par le passé, ça se passe super bien, je travaille avec eux, une réclamation, puis là ils se disent, bon, ben j'en ai vécu un maintenant, puis là ils en subissent un, deux autres, puis ils disent, je vais le gérer cette fois-là parce que je le sais comment ça fonctionne. Puis j'ai d'ailleurs un bon exemple par rapport à ça. Un ami qu'on a en commun, qui est son deuxième sinistre, il a voulu gérer. Après un bon moment, il est arrivé et il a dit « Ah, je ne prendrai pas de chance, je vais le présenter à Sébastien. » Fait qu'il m'a présenté sa réclamation. C'est environ, mettons, 1,6 million, quelque chose de même. Puis après l'avoir tout analysé, ben après des multiples échanges, j'ai pris son dossier en charge, puis la réclamation s'est finie à 2,2 millions. Fait que même s'il pensait avoir vécu un sinistre, il ne sait pas tous les détails. Tu as bien beau être un homme d'affaires, tu connais bien ton domaine, mais c'est un domaine spécialisé, puis c'est ce qu'on fait. C'est notre spécialisation, on fait ça tous les jours. Et voilà. Puis en fait, comment tu es payé, Sébastien, aussi, si peut-être les gens vont se poser cette question-là? Là. Ah, certainement, tout le monde se demande un peu comment on est payé, mais nous, on fonctionne la majorité du temps à pourcentage. Donc, vous n'avez rien à perdre à nous communiquer dès le début de votre sinistre. On regarde c'est quoi la situation. Si on met ça en perspective dans l'ordre, là, on appelle l'assureur, on lui dit qu'on a un sinistre, puis ensuite de ça, vous m'appelez. Parce qu'après ça, il y a quelqu'un qui va venir prendre en charge le dossier pour l'assureur. Fait que c'est là que vous êtes mieux d'être conseillé dès le début. Par contre, si jamais vous avez un offre, pareil comme notre ami en commun qui a eu un offre puis qui a voulu avancer dans le dossier, puis que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me le présenter aussi. Puis dans tous les cas, ben, mon offre de service est un petit peu différente. Mais dans tous les cas, la première fois qu'on se rencontre, on analyse le dossier totalement gratuitement. Puis on fonctionne normalement, c'est un pourcentage, soit de la réclamation, soit de ce qu'on va chercher. On a plusieurs méthodes d'être rémunéré, mais il n'y a jamais un montant à débourser upfront pour un investisseur immobilier qui fait affaire à nos services. Puis, Sébastien, tu es comme un inspecteur en bâtiment. Dans le fond, tu ne coûtes jamais rien parce qu'en fait, l'inspecteur fait tout le temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est un no-brainer, mais je comprends qu'au début, on se fait approcher, on a un pourcentage qui est négocié au niveau des sinistres. Puis, moi, ma question, c'était est-ce que tu es capable au moins de battre le frais que tu vas me coûter? Puis, juste pour donner des chiffres en perspective pour le sinistre qu'on a traité ensemble, 285 000, mon offre initiale, puis on a gagné en arbitrage pour 1,1 million. Là. Juste pour vous donner un ordre d'idée de. Puis on nous pousse là, en tant que. C'est sûr que les assurances, c'est une business comme toutes les autres business. Fait que, on essaie de faire un règlement, il négocie. Et je me souviens que l'assureur essayait de me pousser le règlement dans la gorge. Là. OK, si tu signes tout de suite, on peut commencer à faire les travaux tout de suite. Puis ça va se régler rapidement. Puis c'est un événement quand même assez stressant. Hein, pour, même si tu es investisseur ou autre. J'ai un souvenir, une petite anecdote. En fait, moi, je me suis fait réveiller le matin, il y a un incendie à ton bloc, je m'en vais au bloc, c'était à Saint-Hyacinthe, il y a le maire de Saint-Hyacinthe qui est là, puis il me demande, t'es-tu bien assuré?
Je savais même pas à l'époque. Tu sais, comme tout ça arrive en même temps, fait que c'est un événement quand même stressant, puis éventuellement, on ne souhaite pas plusieurs sinistres, mais c'est sûr que si on a plusieurs bâtiments, ben, va de soi que les chances augmentent, mais on est beaucoup plus calme par la suite. Mais justement, d'appeler l'assurance puis d'appeler un expert en sinistre, il va gérer ça. T'sais. Puis je vous dis, les assurances sont gentils, là, mais c'est une business. Ils vont essayer de vous la mettre dans la gorge. Exact. Comme je disais, moi, je suis certifié de l'Autorité des marchés financiers. J'ai exactement le même titre que l'expert en sinistre qui va gérer le sinistre pour l'assureur. Là. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais la vérité, c'est que moi, je dis tout le temps à tout le monde qu'il n'y a pas d'assureurs qui sont fondamentalement mauvais ou qui ne veulent pas payer. Leur business, c'est de payer. Ils perçoivent des primes, il y a un sinistre, ils payent. Sauf que ça se complique des fois, plus qu'on descend dans les échelons. Ça peut être du monde qui essaie de bien faire pour leur assureur en essayant de sauver certaines choses. Ça peut être... il y a de l'incompétence partout, dans tous les domaines. C'est pas quelque chose de spécial à l'assurance, mais ça arrive. Puis c'est là qu'on rentre en compte de s'assurer que tout se passe comme c'est supposé. L'assureur, il y a des obligations aussi. Peu de gens le savent, mais ils ont plusieurs obligations, des délais légaux à rencontrer, etc. Puis c'est comme ça qu'on met de l'avant un règlement. Puis un règlement en assurance qui est un problème en soi peut se transformer en opportunité, comme tu peux le voir, comme quand tu parles de ton règlement d'assurance, ça a fait en sorte que tu as été bien indemnisé, puis que tu n'as pas perdu de valeur à ton bâtiment, donc tu as pu continuer à investir ensuite dans ton argent, puis à continuer ta business. J'ai des hommes d'affaires qui viennent me voir, qui veulent faire affaire avec moi juste parce que ils n'ont pas le temps de gérer leur sinistre. C'est un type de clientèle que j'ai, de dire, ben, j'ai plusieurs immeubles, j'ai d'autres choses à faire. Est-ce que tu peux prendre ça en charge? Au moins, je sais que je vais avoir tout ce que j'ai droit, mais en plus, je peux me concentrer sur ma business de tous les jours. Puis, c'est un travail d'équipe. Hein? Moi, je travaille avec... ça a l'air facile comme ça de dire, là, on prend en charge le dossier. Moi, je suis le chef d'orchestre, un peu comme un gérant de projet dans la construction qui est le chef d'orchestre de tout ce qui se passe, mais je travaille avec plusieurs personnes. Puis un exemple que j'ai souvent, c'est le comptable. Quand tu es en entreprise, ton comptable, il veut que tu paraisses d'avoir l'air de faire le moins d'argent possible. Parce que tu ne veux pas payer d'impôts puis tu ne fais pas d'argent. Mais quand il y a le temps de réclamer puis que tu as une business qui roule, un commerce qui roule, là, au contraire, devant l'assureur, tu veux démontrer, oui, mais en fait, j'en fais de l'argent. Là. J'ai besoin qu'il y ait des revenus qui rentrent parce que mon entreprise est complètement arrêtée des fois par un sinistre. Là. Donc, c'est un travail d'équipe. Là. C'est pas quelque chose de simple. Puis moi-même, je ne fais pas les choses tout seul. J'ai des estimateurs bâtiments, estimateurs contenu. Quand c'est ta maison, tu as besoin de chiffrer toutes les choses qu'il y a dans ta maison. Comptable, puis si jamais ça va mal, puis que le dossier dérape, évidemment, mais on fait affaire aussi avec des avocats qui savent amener le dossier à l'autre niveau, puis qui sont spécialisés aussi en assurance. Exact. Hey, cool. On rappelle aux gens, j'ai vu des petites questions passer, je vais leur répondre rapidement. Petit salut aux gens qui sont au Pérou. Fait qu'on a le club qui sont en train d'aider. J'ai vu quelques images passer, c'est cool. Avec l'enquête, il y a eu plus que 12 000 qui ont été levés pour le Pérou. Fait que c'est vraiment cool. Fait que salut à la gang qui est là-bas. Puis je soulignais aussi Yvan qui espérait gagner un prix. Il faut juste rappeler à Yvan qu'il faut qu'il indique go, go, go pour gagner un prix. J'espère qu'il va gagner sa propre formation. Fait qu'oubliez pas de poser des questions si jamais vous avez vu quelque chose. Je voulais répondre également à Dano qui disait les rénovations post-sinistres. C'est pas tellement le cas, Dano, là, on parle vraiment des rénovations sinistres. Donc, je vais sauter la question pour Sébastien. Lucas, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à répondre ici. Seb, est-ce qu'il y a quelque chose en amont qu'on peut faire pour se préparer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse attention ou... Ben, avant même d'avoir un sinistre, là, je vous parle plus de faire affaire avec un courtier en assurance. C'est important d'être bien assuré. Moi, je le vois un coup que le sinistre est arrivé. Des fois, ça arrive du monde qui sont mal assurés. Une chose qui revient souvent dans les problèmes d'assurance, c'est la durée de l'indemnisation pour les pertes de loyer, exemple. Exact. Vous avez un sinistre majeur, un immeuble majeur. Si vous avez plus que, je dirais, 6 portes, si vous avez seulement 12 mois, je vous suggère d'avoir une discussion avec votre courtier parce que s'il y a un sinistre majeur qui se passe,
Les procédures sont longues au niveau de l'assureur, sont longues au niveau d'obtenir les permis après pour faire les travaux. Il faut dégarner. Il y a plusieurs étapes. Puis là, finalement, j'ai des investisseurs qui se retrouvent avec des loyers, des pertes de loyer qui sont couverts seulement pour 12 mois puis qui en manquent au bout du compte. Là. Donc, mais pour en amont, à mon niveau, non, c'est vraiment le jour du sinistre. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous doter d'un expert, que ce soit moi, que ce soit un autre. On n'est pas beaucoup à faire ça au Québec, de la contre-expertise, mais vous devez vraiment vous créer de quelqu'un. Vous le faites dans plein d'autres domaines. Vous prenez les meilleurs dans chacun de leurs domaines pour être sûr d'être bien entouré. Quand vient le temps d'un sinistre, ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un à vos côtés. C'est pas quelque chose de simple à gérer. Ben c'est ça, dans le fond, on le rappelle avec, si tu l'as dit, on dit toujours, c'est des gros dollars, puis des factures de sinistre, c'est des gros dollars là, pour aller négocier avec les assureurs, et au risque de me répéter, je me souviens ce qu'on négociait, je me souviens, là, c'était comme, ouais, mais ça c'est apparent, ça c'est non apparent, puis là, qu'est-ce qui a brûlé, puis là, on peut remplacer ça. Comme, c'est un casse-tête. Les gens aussi vont dire, je vais prendre mon ami qui est entrepreneur général, puis là, il va faire une... Je vous le dis, ça va beaucoup plus large que ça au niveau de l'assurance. Puis de prendre... Oui, vas-y, Sam. Non, vas-y. Non, vas-y avec l'entrepreneur. OK. Ben, l'entrepreneur, c'est le type de client qu'on voit souvent parce que justement, il dit, côté bâtiment, je sais combien ça coûte la rénover, puis la problématique auquel ils se butent, c'est qu'il n'y a pas juste la façon de présenter il y a une façon de présenter les soumissions. Il y a des choses auxquelles tu as droit. Puis un entrepreneur perçoit un nouveau projet, alors que nous, on doit estimer comme c'était avant. Il y a plusieurs choses différentes. Il y a l'avant, il y a l'après. Donc, c'est des choses très techniques. Je ne veux pas trop rentrer dans le technique, mais la vérité, c'est que de présenter les choses de la bonne manière, ça change tout. Je travaille avec des entrepreneurs, je leur demande des fois des soumissions, mais envoie-moi-les à moi, je vais les regarder, je vais les préparer, ensuite je vais les présenter à l'assureur pour que ça soit présenté de la bonne manière. Le wording qu'on utilise, les mots qu'on utilise, puis c'est pour ça que je veux revenir encore sur l'importance de dire prenez quelqu'un dès les débuts, parce que vous avez des décisions à prendre importantes au début qui peuvent influencer. Des fois, on est un petit peu en manque d'assurance puis, ou bien proche. Puis les choses qu'on va dire ou les décisions qu'on va prendre au début là, peut faire changer tout le cours du sinistre. Puis ça peut faire en sorte que ça devient un sinistre qui vous coûte de l'argent au lieu d'un sinistre qui est bien indemnisé puis qui vous continue à investir comme vous le faisiez avant. Bien dit, Seb. Puis pour revenir sur l'indemnisation de loyer, en 12 mois, c'est un minimum. Fait qu'il ne faut pas oublier les gens qu'on continue de payer notre hypothèque. Comme on continue de payer. Là. Fait que quand ça s'étire plus qu'un an, c'est quand l'hypothèque commence à sortir de nos poches parce qu'on n'a plus d'indemnisation de loyer. Fait que, mais de plus en plus, je vois chez les créanciers, on nous demande 18 mois, des fois 24 mois. Puis le pire, c'est que ce n'est pas une assurance qui coûte très cher non plus. Là. C'est pas un gros montant d'argent, couvrir les loyers sur 18 mois. Fait qu'à réfléchir à ce niveau-là, là, au niveau des capacités financières, parce qu'effectivement, les délais sont plus longs. Même moi, j'avais dépassé. À l'époque, j'avais dépassé le délai. Fait que là, c'est rendu les hypothèques et ils sont prévenus dans ton compte. Ça commence à faire plus mal. Là. Puis là, tu n'as pas de revenus qui rentrent. Là. Quand tu as 24 logements de vide dans un immeuble à Montréal, les paiements, ils rentrent là, à chaque mois. Là. Je disais, les revenus, ils ne rentrent pas eux autres, mais les paiements, ils continuent à rentrer. Là. Donc, ça, c'est juste un exemple là, qui est un peu plus flagrant. Mais si je peux revenir, dans le fond, sur les hommes d'affaires puis les contracteurs, un des dossiers que je me rappelle très bien avoir fait, c'est un entrepreneur général qui construisait puis qui était aussi investisseur. Fait qu'il y avait plusieurs investisseurs sur chacun de ces dossiers. Il s'est retrouvé à avoir un méga dégât d'eau parce qu'il y a eu des grosses pluies, c'était un mois de juillet, etc. Lui, 12 immeubles d'affectés, tous les sous-sols, puis à chaque immeuble, il y avait 4 logements au sous-sol. Vous imaginez le casse-tête pour cet entrepreneur-là qui roule une business qui est extrêmement grosse, qui connaît bien la construction, mais tout d'un coup, il y a 8 assureurs différents là-dedans avec des experts en sinistre différents. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que ça va mal. J'ai pris en charge le dossier, un dossier qui est parti à peu près
l'assureur aussi était dans le jeu à cette époque-là, parce que quand il y a des gros dégâts d'eau de même, les assureurs sont débordés. Puis là, ça devient encore pire parce qu'ils font encore plus d'erreurs, il faut qu'ils avancent vite, etc. C'est un sinistre que, un coup que l'entrepreneur me l'a confié, on est passé d'une réclamation de 600 000 à 1,1 million. C'est le genre de dossier, on voit une augmentation énorme. Là, on se rapproche des 100% d'augmentation. Puis c'est le genre de dossier que je vois régulièrement. C'est pas tout comme ça. Là. Je ne veux pas faire à croire à personne que si tu as un 600 000, tu penses que tu vas finir à 1,2 million. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme qui sont supposées. Puis c'est au niveau, vous ne pouvez pas tout connaître de comment que ça se passe. C'est complexe, un sinistre. Ce n'est pas nécessairement votre domaine. Prenez quelqu'un. Voilà. Puis à la base, je me permets un commentaire plus personnel aussi, Sébastien. À la base aussi, quand on est propriétaire immobilier, on est comme le père ou la mère un peu on offre un endroit pour vivre. Et c'est jamais un événement plaisant. Nous, ça avait été quelqu'un qui avait mis le feu dans un escalier. Puis je me souviens avoir les locataires à la rue, puis souvent les gens ne se prennent pas d'assurance, même si ça ne coûte pas cher, on le recommande. Il y en a qui essaient de le demander, l'exiger. Je ne pense pas encore avec la jurisprudence si c'est possible de l'exiger. Tu me reviendras là-dessus. Au niveau des assurances, même la plupart du temps, ils n'ont pas d'assurance. Et que les gens se retrouvent à la rue. On avait l'autobus de la Croix-Rouge qui donnait comme pâte à dents, couverture, 2 jours de team, 2 jours d'hôtel. That's it. Ça repartait à zéro. Fait que je suis revenu chez moi puis j'étais rempli d'un sentiment comme de tristesse et de culpabilité, mais involontaire. Puis je me dis, si jamais j'avais été responsable de ça, si jamais j'avais fait de la négligence au niveau de la sécurité incendie, ben je m'en serais voulu comme vraiment beaucoup. Puis il n'y a pas eu personne de blessé. Là. Fait qu'imaginez en plus s'il y a quelqu'un de blessé ou quelqu'un de mort là-dedans. Fait que mon message à tous les investisseurs immobiliers, avant de se rendre aux sinistres qui peuvent arriver, ça arrive des accidents, mais de respecter les règles incendie, de respecter le code du bâtiment. Parce que je vous dis que s'il y a un incendie qui vous arrive, puis qu'il y a quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est pire, qui décède là-dedans, je vous garantis un sentiment de culpabilité pour le restant de vos jours. Fait que soyez responsable en tant que propriétaire immobilier au niveau, surtout, généralement, mais particulièrement au niveau de la sécurité incendie, à ce niveau-là. Ouais, puis j'aime ça que tu l'apportes parce que j'ai parlé beaucoup de finances puis de comment est-ce qu'on gère l'indemnisation, mais il y a souvent un drame humain en arrière de ça. Des fois, un petit peu moins comme investisseur immobilier parce que c'est un business qui roule, mais oui, il y a des locataires qui sont touchés par ça. C'est incroyable le nombre de locataires qui ne sont pas bien assurés ou pas assurés du tout. C'est vraiment triste de voir ça, je le vois régulièrement. Puis oui, si vous pouvez faire... On parlait tout à l'heure de prévention, peut-être faire de la prévention. Je ne sais pas, moi non plus, à mon niveau, à quel point il y a moyen de l'obliger. Mais juste faire de la prévention puis d'essayer de faire comprendre aux gens, là, c'est quoi de se retrouver dans la rue du jour au lendemain. Là. C'est pas quelque chose qu'on prévoit dans un mois peut-être. Là, c'est du jour au lendemain, on se lève en plein milieu de la nuit. Puis, fait que oui, un drame humain. Puis ensuite de ça, il y a tous les propriétaires de maisons. Là, on parle de plex et tout, mais je fais aussi beaucoup de maisons. Puis quand c'est vos biens, puis que ça devient personnel, le monde sont souvent sous le choc. Là, ça devient extrêmement des biens qu'on perd, mais aussi des souvenirs qu'on perd, etc. C'est là aussi que ça devient encore plus dur à gérer le sinistre. Là, tout d'un coup, l'assureur vient avec des choses à remplir, etc. Fait que ça peut être une autre raison aussi pourquoi on se dote de quelqu'un qui va nous appuyer et qui comprend la situation. Je le vois, la détresse dans le monde, puis je suis capable d'être empathique par rapport à leur situation, puis savoir quand c'est pas le temps de... Évidemment, évidemment. Fait que c'est ça. Oui. En passant, la filière derrière moi, elle contient tous mes souvenirs personnels, ou presque. Sont tous dans la filière anti-feu derrière moi parce que en fait, une fois qu'on le voit, on le voit. Hein, des gens qui ont perdu leurs souvenirs. Puis, en tout cas. Ce sont les choses qui sont irremplaçables. Les biens, voilà. Ça se remplace, mais les souvenirs, puis ça se remplace pas. Si j'ai besoin de sortir de ma maison pour un incendie, je rouvre ça, je prends ma petite poche d'effets personnels, puis je sors le reste. Le reste, évidemment, que tout le monde soit en sécurité, là, on s'entend. Mais voilà. Fait que, effectivement, c'est quand on vit ça, même moi, j'avais eu un petit incendie ici à l'extérieur de ma maison. Puis, là, tu te dis, OK, ça aurait pu passer. Fait que faites attention avec ça, soyez prudents, puis l'expérience.
Seb, est-ce qu'on oublie quelque chose qu'il faudrait qu'on partage, que tu vois fréquemment, que tu pourrais donner comme truc aux gens? Euh, non, il n'y a pas rien qui me vient en tête, ben. Dans le fond, je reviens avec l'importance de se doter d'un expert, tout simplement. C'est la meilleure chose. Après ça, ben, si vous faites une déclaration au début d'un sinistre, quand vous faites une déclaration, c'est important d'être très franc avec l'assureur, c'est-à-dire dire toute la vérité. C'est pas le temps d'essayer de présenter des choses d'une mauvaise manière. Ça peut vraiment se retourner contre vous, là. Vous pouvez aller jusqu'à tout perdre votre réclamation. C'est très grave. Donc, c'est pas une opportunité en disant un mensonge ou en présentant les choses pas de la bonne manière. Dès que vous faites une déclaration à l'assureur, allez-y avec toute la vérité, c'est super important. Par contre, oui, il y a des choses qu'on peut ne pas dire parce qu'ils ne sont pas pertinentes à ce moment-là, mais vous ne le savez pas. Fait que c'est là où je peux rentrer en compte, de dire, ben, tu n'as pas besoin d'aller là. Il faut que tu sois franc, il faut que tu dises tout ce que tu as à dire lors d'une réclamation, lors de très, très, très important parce que les risques sont très grand en début de dossier si on fait une fausse déclaration, que ce soit pour les biens, que ce soit pour votre bâtiment, vous pensiez bien faire, vous voulez en avoir un petit peu plus, j'ai juste rajouté 2-3 affaires, ça peut vite se retourner contre vous. Contre vous. Ben, merci, c'est un bon conseil, ça. Petit mot à Suzanne qui a écrit, est-ce qu'il y a un assureur que vous référez au club? Non. La réponse est non, en fait. En fait, ça va être un courtier en assurance, comme tu disais, Seb. Sinon, il y a certains assureurs aussi qui ne font pas affaire avec les courtiers. Et je vais vous faire un message général aux investisseurs, là. La fidélité la fidélité en assurance, malheureusement, n'est jamais récompensée. À chaque année, ça dépend ça dépend des actuaires qui vont calculer certains risques. Il y en a qui vont avoir de l'appétit, il y en a qui n'ont pas d'appétit. Mais si vous pensez avoir un meilleur prix, là, comme votre téléphone cellulaire restant chez Bell pendant 10 ans, ça n'arrivera pas. Fait que, on se promène, mais on s'assure tout le temps que quand on change, si on change d'assurance, si c'est le cas, parce que ça se peut que vous soyez compétitif, vous pouvez toujours aussi challenger votre assureur actuel, dire j'ai mieux ailleurs. Assurez-vous que vous êtes bien assuré, puis évidemment, avec un courtier en assurance, ben, ça vous protège. Parce que là, on n'a pas parlé de règles proportionnelles. Je ne veux pas qu'on rentre trop dans ce sujet-là, mais il faut faire attention que quand on assure du multilogement, et moi, je dis toujours dans le cours, on tombe dans la cour des grands garçons, des grandes filles, où est-ce que là, on est nous-mêmes responsables du montant qu'on veut assurer. Fait que parler de la règle proportionnelle, parler de l'assurance de loyer avec des gens et faites des soumissions. Moi, c'est le conseil que je vous dis au niveau des assurances, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Sébastien, là-dessus. Non, mais si je peux faire du pouce un peu, d'avoir un bon courtier qui est même parfois indépendant, parce qu'il y a des courtiers qu'on sait qui sont affiliés à certains assureurs, là, et ils sont obligés de s'afficher, exemple, avec... on l'entend dans le répondeur aussi. Dans le répondeur, etc. et tout. Mais d'avoir un bon courtier, ça peut aider même lors de la réclamation. Puis il faut faire attention, je m'en garde les gens que le courtier va vouloir aider leurs clients lors d'une réclamation, mais ça reste pas leur spécialité de travailler le côté réclamation. Donc, ils aident parce qu'ils connaissent le contrat, etc. Ils vont aider leurs clients, mais ça reste pas leur spécialité. Par contre, moi, je collabore avec plusieurs courtiers. Donc, quand un courtier est assez gros, il peut avoir un certain poids à l'assureur. Donc, quand vient le temps, des fois, où on est capable de mettre de la pression, moi, d'un côté, puis des fois, le courtier de l'autre bord, de dire « Hey, écoute, mon client, j'ai plusieurs clients à assurer chez vous. Mon client sent qu'il n'est pas très bien desservi par vos services. Tu peux-tu accélérer un petit peu les choses? » Ça l'aide. Donc, oui, avoir un courtier, ça va vous aider aussi d'avoir les bonnes protections, là. Je sais que je ne suis pas ici pour parler des courtiers, mais moi, c'est parce que je vois le résultat d'être mal assuré après. Je le vois, qu'est-ce que ça donne. Donc, prenez le temps de le faire comme il faut pour être bien assuré. Moi, je vais m'assurer par la suite que vous ayez tout ce que vous avez droit, mais il faut commencer par être bien assuré, définitivement. C'est ça, à la base, ça part de là. Geneviève, puis là, on donnait une bonne idée de mettre des vidéos des avoirs puis les mettre dans notre cloud. C'est une bonne idée, ça, de faire un tour de sa maison avec un téléphone cellulaire? Ah, 100%. 100% parce qu'on ne sait jamais quand un incendie n'est pas complet, on peut rentrer, on fait l'inventaire, on dit tout que. Mais quand un incendie est complet, qu'on dit que tout est rendu dans le trou, tout est dans les fondations, c'est là que quand c'est pour les avoirs, ça devient compliqué, là. Il n'y a pas personne qui se rappelle, ah, ça c'était où, ça, comment c'était fait. On se rappelle des grosses choses, là, mais qu'est-ce qu'il y avait dans telle boîte au fond du garde-robe là-bas? Puis parfois, ça peut faire des grosses différences, là. On voit ça souvent, les assureurs ont tendance à dire « Ah, ben votre frigidaire, on va faire un package deal. » Là, je pense qu'il y avait
pour 200 pièces de biens là-dedans. Puis dans le fond, si on a une photo, si on avait une photo, puis qu'on pouvait le décortiquer, on se rend compte qu'il y en a pour 600 finalement. Il faisait un package deal pour 2000, mais quand on le décortique, il y en a pour 600. On est surpris souvent de la quantité de biens qu'on accumule puis de la valeur des biens. Donc, des vidéos, des photos, c'est un très bon point. D'ailleurs, ça m'amène à une des premières choses, une des décisions qu'on a à prendre au début quand l'assureur veut essayer d'aller trop vite, c'est de ralentir les choses parce qu'on veut documenter. On veut prendre des photos des choses. Ça, c'est des choses que moi, je prends en charge quand je suis dans le dossier. Mais si vous êtes par vous-même, prenez beaucoup de photos lors du sinistre de vos biens. Puis quand c'est chez vous, c'est difficile de prendre beaucoup de photos de ce qui se passe, là. Mais ça va aussi vous aider dans le reste du sinistre. Puis c'est quelque chose que je peux prendre en charge là, dès le début. Bon, ben, bravo Geneviève, tu viens de donner un devoir à tout le monde qui écoute. Fait qu'à la fin du live, prenez donc votre téléphone, faites un tour de votre maison au moins. Fait que vous allez avoir le 16 mars l'état des lieux de votre maison. Fait que faites un tour avec le téléphone. Coûte pas bien cher, ça va être peut-être 3-4 minutes de vidéo, mais au moins vous allez avoir fait le tour de votre maison avec les biens. Fait que merci pour la question. Puis si on projette ça au Plex puis au Multi, mais en réalité, souvent, on va prendre des photos pour l'annoncer, pour louer, etc. Mais on garde ces photos-là, même si on les garde plus longtemps qu'on pourrait. Puis les places qu'on n'a pas souvent, c'est les espaces communs. On prend quelques photos des espaces communs pour garder soi-même. Donc oui, ça s'applique à tout le monde. C'était une question très pertinente. Cool, merci. Merci pour la question, merci pour la réponse. Responsabilité civile, ça, j'ai une question au niveau de la responsabilité civile. Y avait-tu une recommandation ou est-ce que ça en allait? Je le sais que là, on n'ira pas dans, tu sais, là, c'est un 24 logements, un 12 logements, mais as-tu des cas de responsabilité civile? As-tu quelque chose à nous conseiller là-dessus? Non, en fait, j'en gère très peu, pas du tout dans le fond. Là, j'ai été appelé sur un que finalement on n'a pas pris en charge. Mais non, par rapport à ça, c'est tout un autre domaine. Un autre dossier. Un autre dossier complètement. Parfait, excellent. Puis Chris, en fait, les clauses importantes dans un contrat d'assurance, on parlait des loyers, il faut faire attention à la clause proportionnelle dans le multilogement. Y a-tu d'autres choses, des clauses importantes, remblais, y a-tu quelque chose, démolition? Oui. Oui, on dit les déblais, puis mais le montant d'assurance va être important. Puis ça, c'est une chose aussi que le monde doit comprendre, c'est que on ne parle pas là, de valeur marchande. Fait que c'est pas parce que vous dites, moi, mon bloc, il vaut 5 millions, je vais l'assurer pour 5 millions, mais ça se peut que le reconstruire en coûte 4, comme ça se peut que ça en coûte 8. Donc, on parle vraiment de valeur de reconstruction. Fait qu'encore là, on peut faire affaire avec un évaluateur agréé, qui peut déterminer une valeur d'assurance. Mais ça, c'est important aussi. Puis, si vous voulez réduire le montant, mais souvent, c'est de déduire la valeur du terrain. C'est vraiment de bien comprendre, de dire qu'est-ce que j'assure. C'est la valeur de reconstruction. Donc, je n'assure pas mon terrain, j'assure pas une valeur marchande, j'assure une reconstruction. Puis, parfois, certains, quand on parle de gérer le risque, ils vont dire, les chances que ça brûle jusqu'à ma fondation sont peut-être un peu moins. Donc, on va peut-être exclure le montant de la fondation parce que des fois, on sait que chaque dollar qu'on sauve en assurance aussi devient une prise de valeur pour votre immeuble. Fait que c'est une gestion du risque qui se fait à votre niveau. Mais d'être conscient de qu'est-ce que vous assurez, c'est très important comme montant. J'adore ça. Puis on le conseille, vraiment, les évaluateurs agréés vont t'aider parce qu'en fait, ce que je donne comme explication, c'est une reconstruction telle quelle, tu l'as dit. Fait que s'il y a 2 gyps sur le mur, il faudrait reconstruire avec 2 gyps. Il faut reconstruire avec s'il y a 2 épaisseurs de toiture. Fait que c'est le genre d'affaire qu'on donne l'exemple dans le code de dire un évaluateur agréé va définitivement vous aider avec ça. Yes. All right, good. Je suis content de ne pas avoir dit une niaiserie. C'est bon. Non, mais en fait, quand on parle de plusieurs matériaux comme ça, ce qu'il faut comprendre dans le monde de l'assurance, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison d'être, ces matériaux-là. Si on commence à mettre un plancher de bois franc par-dessus un vinyle, par-dessus un autre plancher de bois franc, à un moment donné, le plancher de bois franc, le vinyle, il ne sert plus à rien en dessous. Il n'est pas récupérable, il n'y a pas de valeur. Fait que commencez pas à vous mettre ça dans la tête de dire hey, c'est un bâtiment des années 1900, j'ai 50 épaisseurs, ça vaut il faut faire attention, il faut qu'il y ait une raison pour chaque chose. C'est pas de l'indemnisation à ce niveau-là. Ça fait partie des petits détails qu'il faut savoir. Oui, exactement. C'est exactement ça.
Mot de conclusion, Seb, sur les assurances, peut-être te guider en fait sur peut-être qu'il y avait des questions qui disaient des frais temporaires, relocalisation, mais je pense que ça revient toujours à la thématique d'être bien assuré. Mais bref, je te laisse le mot de la fin. Ouais, exact. Ben, dans le fond, le mot de la fin, c'est qu'il y a 2 immeubles qui peuvent subir le même sinistre. Puis, dépendamment de la stratégie qui va être en place, qui va être mise en place, que ce soit par un expert ou moi ou un autre, ça peut faire en sorte que ça devienne une perte qui va être irrécupérable ou 100% de perte, qui va peut-être même se transformer en opportunité. Donc, faites le bon choix, entourez-vous des bonnes personnes. Combien de fois le club le répète, entourez-vous des bonnes personnes. Ben, vous pouvez me rajouter maintenant dans votre trousseau de personnes clés dans votre entourage. Puis en passant à Seb, avant que tu sois au club, je vais juste le dire, là, avant que tu sois au club, les gens me contactent parce que j'ai souvent raconté mon histoire d'incendie. Je t'ai envoyé les références, là, fait que juste vous dire que c'est pas un membre corporatif ordinaire. Là, je veux pas mettre les autres membres corporatifs ordinaires, là, prenez-moi pas au mot, mais dans le sens où je le connais. Je fais affaire avec personnellement, puis ça fait longtemps que je fais affaire avec Sébastien. Fait que allez-y, une bonne personne en plus, un excellent humain derrière l'entrepreneur en plus. Fait que félicitations pour l'entièreté de toi-même, Sébastien. Merci, JP. C'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui. Puis oui, ça fait un bon moment qu'on se connaît personnellement et professionnellement. Voilà, exact. Je rappelle pour les gagnants, reste avec nous Sébastien après. Je voulais dire félicitations aux gagnants, j'avais oublié de le dire. Fait que vous avez 7 jours pour réclamer les prix. Vous contactez Julie au bureau, on va mettre le numéro dans le chat ou sur le site internet du club via le chat pour réclamer. On va vérifier que vous avez bien partagé notre live, que vous avez bien partagé la bonne nouvelle. Et on se revoit le 30 mars prochain. Donc, on saute une semaine. Les lives vont commencer à être aux 2 semaines. À partir de maintenant, je le crois. Donc, je reviens avec Yvan. Donc, c'est un Q&A, donc il y a des questions générales avec Yvan et moi-même. On va répondre à vos questions. Donc, préparez-les pour le 30 mars à midi. Sinon, on vous rappelle qu'ils sont disponibles en podcast. Encore une fois, on m'a avoué plusieurs fois que les gens me disaient on t'écoute maintenant en courant. Puis des fois, il dit mais écoute en accéléré. Ça, j'aime moins ça, mais il dit écoute en accéléré en 1.5 2 fois. Fait que vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Fait que merci encore, Seb. Et je pense que le devoir de tous, c'est d'aller filmer sa maison puis d'être bien assuré, right? 100%. 100%. Un petit vidéo qui vaut beaucoup. All right. Et merci, Sébastien. Puis on se revoit le 30 mars. Merci. À bientôt. Bye.